Voici la saison 5 de City Light. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonjour à tous, sans perdre de temps et juste après un générique, nous aurons au téléphone Alain Vizniac, l'auteur, compositeur, arrangeur. Bonne soirée à vous. City Light sur Meuse FM. Alors ce soir, j'ai un invité extraordinaire au téléphone. Je suis ravi parce que, en fait, c'est un rêve pour moi de pouvoir interviewer ce genre de personnage. Bonsoir Alain Vizniac. Bonsoir Fabrice. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous-même ? On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Et croyez-moi, je vais pas me priver. Vous êtes dans la musique depuis de nombreuses années, Alain ? Oui, j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans avec mon professeur de piano. Professionnellement, j'ai fait mes premières armes. Je devais avoir 16-17 ans. J'ai été engagé, quand j'ai la musique, c'était dans le milieu musical parce que j'ai été engagé pour aller chercher les bières et les sandwichs comme assistant au disque Vogue, 1966, je pense. Ah oui. Oui. Je me souviens bien de ce label. Bon, pas en 1966, parce que j'étais un peu jeune. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, Alain Vizniac, c'est un grand écart. C'est un grand écart entre les musiques de film, entre un peu la variété, le disco. En fait, c'est le grand écart, c'est si on peut dire, c'est entre la musique de Maggie, par exemple, et puis un album extraordinaire avec Bob Sinclair. Alors, pour moi, la difficulté, ça va être de mettre un ordre chronologique à tout ça. Et je pense que ce que vous venez de dire, c'est un peu ce que moi je qualifierais comme le défaut principal de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que, bon, on est quand même dans un pays où les gens aiment bien classifier les choses, organiser, mettre dans des cases. Et que c'est vrai que, en ce qui me concerne, c'est un petit peu difficile. Et il y a une raison simple pour laquelle j'ai fait des choses dans des styles totalement différents. C'est un peu les hasards de la vie qui m'ont amené à une formation diversifiée, parce que la façon dont j'ai commencé à apprendre le métier de compositeur, entre guillemets, de variété, c'est parce que j'ai eu l'opportunité de faire des jingles de publicité. Donc tout a commencé par là, alors, en fait. Oui, en ce qui concerne la composition, l'écriture de musique dite originale. C'est cette formation-là qui m'a un petit peu orienté, je dirais presque malgré moi. Puisque dans la pub, on vous donne la plupart du temps des références, on vous fait écouter un modèle, et puis il faut que vous fassiez dans le style c'est un peu comme le faussaire qui fait des tableaux à la manière de. Et donc, vous apprenez la musique des autres, vous écoutez comment ils font, vous essayez de reproduire, et puis vous faites au mieux pour vous en sortir. Et c'est pour ça que je n'ai jamais eu, si vous voulez, de style ou de direction précise, comme souvent mes collègues. Mais quels étaient vos modèles à ce moment-là pour la publicité ? Le modèle, c'est la référence qu'on vous donne produit par produit. On vous donne, on peut vous faire écouter du rock ou de la rumba ou quelque chose d'absolument ésotérique que vous n'avez jamais entendu avant. Oui, d'accord, c'était vraiment un modèle dans le genre, pas un modèle dans une personnalité. Absolument. Après, moi, j'avais mes idoles, puisque vous avez utilisé ce mot tout à l'heure,
Oui. Moi, alors, c'est pas compliqué. Dans ma génération, à la sortie de l'école, on écoutait tous Daniel Philippaki et Salut les copains. Donc, Ouais, j'écoutais ouais. tous les tubes américains, anglais, et même les chanteurs français qui étaient diffusés, voilà, Qui à étaient cette souvent des période-là. adaptations d'ailleurs de titres américains. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait des trucs absolument extraordinaires, hein. Je me rappelle enfin, j'ai pas tous les noms en tête, bien évidemment, mais je pense à Locomotion de Little Eva Ouais, ouais. ou I'm the Wanderer. Je pense à Diane, je pense à Paul Anka. J'écoutais toute cette pop américaine internationale, et puis après, bien évidemment, les groupes anglais des débuts, les Trogs, les Who, Lovin' Spoonful. Alain, pour bien contextualiser l'interview et avant de passer vos productions, vos musiques, on va faire des petites interruptions musicales. Vous parlez de Lovin' Spoonful, on va écouter Daydream. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mode lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream, 'cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load, a pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for 1,000 years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. Alain Vizniac, vous venez de parler de pop, mais à cette époque-là, est-ce qu'on parlait de pop? Comment qualifier ça? C'était plus du rock, non? Parce que le concept de pop est arrivé beaucoup plus tard, non? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Oui, enfin, de toute façon, les qualificatifs étaient, enfin, en ce qui me concerne, étaient sans importance. Oui, À tel point que plus tard, quand j'ai commencé à travailler avec Céron et qu'on a fait des albums disco, il y avait pas tellement cette notion de stylistique qui est si importante aujourd'hui. alors, vous m'avez facilité la transition, puisque au-delà d'être fan d'Alain Vizniac, je suis fan d'Alain Vizniac parce que quand j'étais jeune garçon et que j'achetais un vinyle, je regardais toujours les crédits, ce qu'on appelle les crédits, c'est-à-dire qui composait, qui écrivait. Et je voyais ce Alain Vizniac dans tous les albums, pratiquement tous, hein, sauf le premier, ça c'est sûr, le premier était signé Konstantinos pour Céron. Mais donc, comment s'est fait cette rencontre avec Marc? Mais justement, par Alain Konstantinos, qui m'a refilé le bâton, si je puis dire. Il souhaitait pas continuer avec Céron parce qu'il avait ses projets personnels. Oui. Et c'est lui qui me l'a présenté. D'accord. Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu être là le jour-là.
Je suis fan de tout ce que vous avez fait à partir de maintenant. Céron, bien entendu, compris dedans, mais je sais que pour avoir écouté ce que vous faites encore maintenant, parce qu'il faut que les gens sachent que vous continuez à produire de la musique, je sais que beaucoup d'Alain Vizniac étaient dans ces albums de Céron. Bah, vous savez, la musique, ça se fait jamais tout seul. Hein. On a besoin de mettre un visage ou un nom sur ce qu'on entend, mais il faut jamais oublier que la musique, ça se fait à plusieurs, et que c'est la somme des énergies et des talents de chacun des intervenants qui fait la musique qui nous touche. Voilà. Donc j'ai participé à beaucoup de choses, et c'est vrai que forcément mon nom est sur beaucoup de titres et d'albums, mais c'est vraiment la conjonction des énergies et des personnalités de chacun qui fait le résultat. Puis de toute façon, c'est comme une recette de cuisine. Oui. Ce qui compte, c'est que le plat soit bon. Oui. Alors, il y avait une troisième personne avec vous. Alors, je parle de mémoire, hein, parce que j'aime bien. Je bûche pas trop mes interviews. J'interviewe des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'ai écoutés. Et de mémoire, il y avait Lane Lovitch avec vous dans l'écriture. Alors, oui, Lane Lovitch est une artiste anglo-saxonne. Oui, c'est une Anglaise qui faisait du punk, donc rien à voir avec le disco qu'on faisait. Et la rencontre a été peut surprendre, mais en fait, elle est due au fait que ni Céron ni moi ne souhaitions écrire les textes en anglais. Oui. Et donc, nous avions demandé à notre régisseur anglais, la personne qui nous convoquait les musiciens à Londres en studio, s'il connaissait quelqu'un susceptible d'écrire ces textes sur des idées qu'on pouvait avoir. Oui, d'ailleurs, oui. C'est jamais des textes venus de nulle part. Oui, bien sûr. Et si vous le voulez bien, Alain, on va s'écouter le titre le plus connu de Lane Lovitch, Lucky Number. Light sur Meuse FM. On retrouve Alain Vizniac qui continue l'histoire de sa rencontre avec Lane Lovitch.
Et donc, nous avions demandé à notre régisseur anglais, la personne qui nous convoquait les musiciens à Londres en studio, s'il connaissait quelqu'un susceptible d'écrire ces textes sur des idées qu'on pouvait avoir. Oui, D'ailleurs, oui. c'est jamais des textes venus de nulle part. Oui, bien sûr. Mais et donc David Katz nous a présenté Lena Lovitch, avec qui on a collaboré, qui est une personne avec qui moi je suis toujours en contact, Ah, qui est quelqu'un d'absolument adorable, positif, très talentueux, Oui. comprenant au quart de tour, Oui. et avec qui on s'est très très bien entendu. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, moi je dis Lena Lovitch. En fait, si Madonna et Nina Hagen avaient eu un enfant, ça aurait pu être elle. Oui, sauf que je me demande si c'est pas elle la maman. Oui, oui. Sur le plan chronologique. Sur le plan chronologique, là évidemment je parlais pas en termes d'âge, mais vous avez raison Alain. Oui, je pense que elle a influencé toute une partie punk chez certains artistes qui après qu'on a qualifié de pop. Voilà, c'est vraiment un personnage étonnant. On l'a rencontré pour la première fois à l'aéroport de Paris, à Orly, où on est venu l'accueillir avec Céron. Et on a vu une jeune femme avec un oiseau dans les cheveux. Et c'était son oiseau qui ne la quitte apparemment jamais, puisqu'on l'a toujours vu comme ça. C'est vrai. Grand sourire, cheveux colorés, je pense, vert et rouge, enfin, tout à fait fidèle à son personnage, et surtout très ouverte et pas du tout sectaire. On avait un petit peu d'inquiétude au départ de se dire, mais une punkette, qu'est-ce qu'elle va comprendre elle va mépriser ce qu'on fait, mais pas du tout. Elle est tout à fait ouverte. Elle a signé les paroles de quel titre, Alain ? Elle a fait tout l'album 2, c'est-à-dire Céron Paradise. Donc, de manière chronologique, on va écouter quelques morceaux. Tout d'abord, le Céron Paradise, qui date de 1977.
l'album Supernature. Supernature, ouais, elle a fait tout l'album également. D'ailleurs, on va écouter le titre Supernature. Science opened up the door. We would feed the hungry fiends till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below, and they grew up in a way that we'd never seen before. Le titre Give Me Love. Give Me Love qui était dans cet album-là. Ouais. On va écouter Give Me Love.
On retrouve Alain Vizniak qui nous raconte toujours sa rencontre avec Lane Lovitch, celle qui a écrit les textes des titres de Céron. Et d'ailleurs, sur Give Me Love, ça me fait penser que pour illustrer la souplesse de son travail, elle avait originellement écrit Give Me Love, Give Me All That You Got, Give Me Hope, Give Me... Elle avait développé à partir de Give Me tout un tas de substantifs. Ah ouais. Et je me suis très vite rendu compte que le Love avait beaucoup plus de force que les autres qualificatifs qu'elle avait trouvés. Et donc, je lui ai demandé si ça l'ennuyait qu'on réduise quasiment à néant son texte pour n'utiliser que 3 phrases finalement. Oui. Voilà. Et il n'y a eu aucune difficulté. Voilà. C'est pour illustrer la souplesse de son esprit. Ouais. Je veux citer 2 autres, un peu comme on cite plusieurs marques quand on en a cité une, pour que les gens voient bien le personnage. D'autres enfants de Lane Lovitch, ça aurait pu être Cyndi Lauper ou Tracey Ullman. Oui, tout à fait. Vous assistiez aux enregistrements, les choristes par exemple, Kay Garner, Sue Glover, tout ça, c'est des gens que vous avez connus? Plus que ça, pardon, ça va faire un petit peu moi, mais les enregistrements de chœur, c'est moi qui dirige les chœurs. Waouh. Et le lead. Ah oui, d'accord. Tout d'abord parce qu'à l'époque, Céron parle pas très bien anglais, et puis qu'il est très souvent occupé pendant les enregistrements. Une fois qu'il a fait sa batterie, il est très occupé à faire tout un tas de choses commerciales. Et je vous dis, il y a encore un autre personnage avec lequel j'aurais aimé discuter avec vous, qui a disparu il y a quelque temps. Il s'agit de Raymond Donez. Absolument. Qui était avec vous aussi. Oui, Raymond et je sais pas comment je dois dire où était. Je vais parler au présent parce que c'est plus gai. Bien sûr. Vraiment, tu es une personne que j'ai eu la chance de connaître très tôt dans ma vie professionnelle et qui a été sans doute la personne qui m'a le plus appris. C'est un arrangeur qui a une carrière absolument énorme, qui a croisé tout le monde, y compris des gens comme Otis Redding ou Jimi Hendrix, et qui avait un talent fou et qui faisait partie de l'équipe qui a fait les albums de Céron de ces années-là. Voilà, tout à fait. Oui, c'est tout simplement un génie également pour moi, puisque je suis fan de son... Alors, je ne sais pas si vous avez participé à l'album Garden of Love qu'il avait fait. Non, j'ai pas participé, mais effectivement, c'est un album que les amateurs de la musique de cette époque apprécient particulièrement, à juste titre d'ailleurs. Alors, à cette époque-là, il se faisait appeler Donneray, pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent c'est qui ce Raymond Donez? En fait, Raymond Donez, c'était Donneray. Donneray pour Donez Raymond. Oui, tout à fait. Et si vous le permettez, Alain, j'aimerais écouter quand même un extrait de cet album de Donneray, Standing in the Rain. Allez.
crying. The leaves were falling down. The sky was crying. The leaves were falling down. The sky was crying. I had to see you this morning. Wanted to tell you it's over. So I ran out in the pouring down rain, right up to your front door, and I called your name, girl. The sky was crying. The leaves were falling down. The sky was crying. The leaves were falling down. The sky was crying. The leaves were falling down. The sky was crying. Come and stand there in the rain. Come inside. Come and stand there in the rain. Come inside. Come and stand there in the rain. Come inside. Come and stand there in the rain. Come inside. City Light sur Meuse FM. Alain Vezniak. C'est pour ça que j'ai parlé de grand écart tout à l'heure. Comment une personne qui a pu écrire la musique de la série Maggie, ensuite, quelques années plus tard, parce que alors, chronologiquement, c'est compliqué avec vous. L'année des Méduses, c'était en quelle année? L'année des Méduses, c'était en 81 ou 82. Donc c'était bien après. C'était après Céron, forcément. Oui, c'était après Céron. Mes années Céron, enfin, elles ont été splittées. On a travaillé ensemble en 1977-78. Ensuite, il a souhaité ne plus travailler avec moi, ou en tout cas, c'est pas tellement ne plus travailler avec moi, mais il souhaitait que je disparaisse des crédits. Donc, ça m'intéressait pas trop. Donc, il y a eu un grand gap, et puis il est revenu en 1981, et on a retravaillé pendant 3 ans. Oui, c'était 81. l'époque de Call Me Tonight. C'était l'époque, c'est ça, du Céron 5 Call Me Tonight, Ouais, exactement. ouais. Et ensuite, on en a fait un autre, je me rappelle plus lequel. Mais enfin bon, les années disco c'était passé, on avait, je pense. Vous étiez dans Panique? Oui. Eh ben, ça doit être celui-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans celui où Jocelyn Brown chante. C'est ça. Ouais. C'est You Are the One et tout ça. C'est ça. Non, voilà, je suis pas dans celui-là. Ça, il a fait ça avec Raymond. Avec Raymond Donez, ouais. Ouais. C'est un bon album quand même. Tout à fait, absolument. Alors ensuite, alors comment s'est passé ce regroupement de talents autour de Bob Sinclair pour lui créer cet album, c'était son 3e, je crois, où il y a le Love Generation, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Non, alors c'est Non, Love Generation, c'est un one shot. Il n'est pas dans l'album. Ça a été fait après. Ça a été fait 4 ans après. Oui, l'album 3, il est de 2000-2001.
et Love Generation, c'est 2005. Donc la même équipe était autour de l'artiste. Mais c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Non, l'album 3, on était deux, c'est Bob Sinclair et moi. Ça s'est fait chez moi dans mon studio. Il venait me voir à l'époque, alors que Love Generation, on a enregistré les voix en tout cas à New York. Oui. Et il avait déjà fait pas mal de playback avec un garçon qui s'appelle Jean-Guy Schreiner. Oui. Et voilà. Bon, alors comment L'album 3, pour préciser, c'est où il y a The Beat Goes On. Hein. C'est ça. On va écouter The Beat Goes On qui date de 2003. The beat goes on. We're talking about evolution. The beat goes on, nothing's wrong with the song. We can sing it forever. Hey, look at me, I'm the one. Got to make the connection. The beat goes on. Alain Vizniac, on est toujours avec vous. Et vous continuez l'histoire de votre rencontre avec Bob Sinclair. On s'est connus à une fête. J'aime pas tellement sortir le soir, mais bon, c'était pour le lancement d'un best-of de Céron, justement. Mais le best-of qu'il avait fait. Oui, sans doute. Et donc il est venu me trouver, ce garçon charmant. J'ai pas tout de suite compris comment il s'appelait, parce qu'il me dit bonjour, je m'appelle Chris, tout ça, alors que c'était Chris, c'était Bob, je savais plus. Et puis il me dit mais il faut venir me voir, je suis curieux de savoir des choses, comment ça s'est passé avec Céron, tout ça. Et moi à l'époque j'avais une mélodie qui s'appelait The Beat Goes On. J'avais toute la mélodie, tout le chant, et je savais pas trop comment avancer là-dessus, et je lui ai fait écouter, et il m'a dit oh là là, mais ça me sort pas de la tête ce truc-là, attends voir. Et puis il est venu me trouver quelques semaines après, il m'a dit fais ci, fais ça, joue ci, joue ça, et puis on a construit ce premier titre, et puis du coup on a fait la... Je vis un rêve là, parce que c'est un peu, vous venez de raconter un peu la jeunesse d'un tube incroyable pour moi, parce que à la fois ce titre, il est nouvelle génération parce que c'est Bob Sinclair, et puis ancienne génération parce qu'il sent le Céron en fait.
C'est pas faux. Enfin, je peux pas vous dire le Mais, contraire. mais c'est le mélange de titre qui genres. fait le lien pour moi, pourquoi je suis fan de Sinclair aussi, pour ce qu'il a fait à cette époque et puis après, et même encore maintenant. Hein. J'ai eu Chris au téléphone, je l'ai interviewé, j'ai eu cette chance de pouvoir l'interviewer. Donc là, c'est pareil, j'étais très heureux. Mais par contre, j'ai pas abordé justement Alain Vizniac avec Bob Sinclair. Et là, j'ai Alain Vizniac devant moi. Donc ensuite, après cet album, comment est arrivée la suite Le Love Generation. le Love Generation? C'est très marrant. Enfin, c'est marrant de mon point de vue. Au départ, j'allais souvent avec lui à New York. Il aimait bien mon expérience du studio, la façon dont je dirigeais les chanteurs, les choristes. Et puis, il avait souhaité faire un album disco, l'album 3. Ouais. La raison pour laquelle on bossait, c'est parce que il aimait bien le genre de chant chœur disco, harmonisé à 3 voix pour ceux qui pour la technique, Oui, etc. oui, oui, Il adorait ça. Voilà, donc c'est pour ça que on s'entendait très bien. Et puis pour le 5, il avait envie de changer un petit peu son fusil d'épaule, son style. Il avait envie de faire autre chose. Donc il m'avait dit finalement, j'ai pas besoin de toi, je t'emmène pas, écoute, je vais me débrouiller, t'inquiète. Ah. Et moi j'ai été très déçu parce qu'il m'avait annoncé ça 8 jours avant de partir. Et je lui ai dit mais non, mais emmène-moi. De toute façon, même si je fais rien, je te porterai chance. Il avait ri, et puis on était parti. Et puis il se trouve que sans vouloir tirer la couverture à moi, il se trouve que pour des raisons toutes bêtes, rien de ce qu'il avait prévu de faire ne se passe comme prévu à New York. Les playbacks, ça marche pas, les chanteurs, ça marche pas, tout ça, et il était un peu déçu, enfin même très 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 déçu de son expérience studio. Puis un soir à l'hôtel, il me dit mais demain c'est le dernier jour, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ouais. Et je lui dis il faudrait trouver un chanteur qui corresponde à tes besoins. Moi j'avais une copine, Carol Rowley, qui est une américaine qui a bossé avec Victor Gabriel, que j'appelle. Elle me dit tu sais il y a ce Jamaïcain en ce moment qui est à New York, qui chante un peu comme Bob Marley. J'en parle à Chris qui me dit bah oui, ça serait cool qu'il vienne au studio demain. Et puis le lendemain, donc le Gary Pines s'est présenté au studio. Chris a sorti un playback qu'il n'avait pas du tout l'intention d'exploiter parce qu'il n'était pas fini, à base avec des guitares sèches, et c'est devenu Love Generation sur place, sur le tas, alors que rien n'avait été planifié. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, c'est la genèse d'un tube interplanétaire, hein, puisque ce truc a été vendu comme des petits pains et a servi à plein de choses. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Yeah.
everyone. Got to help, well, we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, well, we got to help, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Be the love generation. Yeah, 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 yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, yeah. Be the love generation. Ooh, yeah. It's our love, you know. Be the love generation. Got to help. But we got to love, yeah. Mais honnêtement, moi qui pensais que je faisais partie d'une profession, là j'ai été totalement déboussolé. Ça a remis en cause toutes mes certitudes. Et j'ai eu beaucoup de mal après ça C'est vrai? à me reconstruire sur une base qui pouvait à peu près tenir le coup. À ce Voilà. point-là? Ah oui, j'ai pas pu faire une note de musique créatrice pendant 2 ans après le jazz. Ah ouais. Et alors, donc, le compositeur aussi de Questions pour un champion, parce que je fais toujours un aller-retour entre avant, ce que vous faisiez, ce que vous faites, puisque c'est une de vos compos d'émissions télé, entre autres, hein, Questions pour un champion. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites, Alain? Aujourd'hui, j'ai le droit de ne rien faire, tout d'abord. Oui, non mais... Je réclame ce droit. Non mais je sais que vous avez sorti quelques titres il y a quelques temps. Oui, je m'amuse toujours, comme mon studio est toujours là, et que mon fils a pris le relais, j'ai toujours les 2 pieds et les 2 mains dedans, si je puis dire. Et donc... j'essaye tant que j'ai envie de continuer à m'amuser et de faire des choses. Et puis on a la chance aujourd'hui avec les plateformes et le streaming, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant d'enregistrer, de mixer, de masteriser. Oui. Et on peut être son propre producteur sans que ça vous coûte le gîte et le couvert. Oui, et de partager, hein, puisque vous êtes sur toutes les plateformes de streaming, par exemple avec le titre Good Looking Boy. Oui, c'est vrai, c'est gentil d'en parler parce que c'est ma discographie personnelle Oui, et bien sûr. très peu de gens ont même comment dire, sont au courant que je continue à créer quand je peux. J'écoute souvent votre album, vous avez sorti il y a maintenant 3 ans, hein, Revisited Disco and Soul. C'est ça. Alors, on pourrait croire que ce sont des morceaux de l'époque, mais en fait non, ce sont des morceaux que vous avez composés tout dernièrement avec le style de l'époque. Vous savez, quand on est compositeur, on n'exploite pas toutes ces compos au moment où on les crée. Donc en fait, pour vous dire la vérité, la plupart de ces titres étaient des titres que j'avais fait, qui étaient soit pas finis, Ouais. soit que j'avais proposé et qui n'avaient pas suffisamment séduit pour être enregistrés par d'autres artistes, et puis que finalement moi je voulais défendre quand même parce que je les aimais, et donc le plus simple c'est de les sortir sous mon nom, même si ma carrière d'artiste a démarré sur le tard. Et pour moi, j'encourage les gens à aller
des plateformes d'écoute, tapez Alain Vizniac et écoutez cet album dans lequel on trouve un titre chanté par F.R. David. Alors, encore un nom qui vient d'il y a quelques années. F.R. David, il est français. F.R. David, il est français et il a fait un tube international qui s'appelle Words, exactement, dans les années 80. Et il s'avère que c'était le chanteur de l'un des groupes dans lesquels j'avais sévi dans les années 70. Ah, et c'était quel groupe? Alors le groupe s'appelait Cockpit et c'est un groupe parfaitement inconnu. Et je pense que ça doit être même assez difficile de trouver les enregistrements de l'époque. Moi, il y avait tout un album, et la plupart pour vous dire les coïncidences, la plupart des textes avaient été écrits par Alec Kostandinos. Et la boucle est bouclée. Ben, si on peut le dire. Ouais. Parce que il y avait aussi un groupe où beaucoup de personnes de cette époque talentueuses étaient, et Sharon était dedans, c'était Congas aussi. Ben oui, moi j'étais pas dedans, je le connaissais pas à l'époque, mais effectivement, Congas était un groupe français très. Moi j'aimais beaucoup ce groupe qui était les descendants européens de Santana. Ouais, plus de Barabas. Oui, voilà, c'était le groupe avec la batterie et 2 percussionnistes en plus, ce qui se faisait beaucoup plus dans les musiques latines que dans le rock. Et au niveau du disco, ça sera une de mes dernières questions, est-ce que vous étiez influencé par quelque chose ou alors vous avez vraiment tout créé? Non, honnêtement, comment dire, le guide spirituel, c'était des choses existantes. Par exemple, le Love to Love Me Baby de Donna Summer, qui était une claque pour nous. On était autant Sharon que moi, et je pense Raymond, même s'il était plus discret sur ses choix musicaux, ça nous a beaucoup impressionné et sans doute beaucoup influencé, même si on souhaitait pas copier. Voilà, copier Moroder, quoi. Source d'inspiration. Mais Alain, j'étais ravi, plus que ravi, vous imaginez, de pouvoir discuter avec vous, et je vous remercierai jamais assez d'avoir passé un peu de temps avec nous. Pour Meuse FM, pour City Light et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui aiment cette musique disco, et puis pas que, puisque Bob Sinclair, c'était... alors là, pour le coup, c'était pour moi de la pop musique, quoi, parce que maintenant, les DJ, on peut les inclure dans la pop musique. Je vous remercie beaucoup. C'est rare que les journalistes s'intéressent aux compositeurs, aux réalisateurs ou aux producteurs. Donc, merci Fabrice, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci Alain Vizniac. On se quitte avec votre titre Good Looking Boys. Au revoir. À une prochaine, au revoir.
Vizniak a donc signé la musique du film de 2005 d'Isabelle Mergo, Je vous trouve très beau. Emmett Pigrenet, Michel Blanc, ramène de Roumanie une femme clairement pour remplacer son officiel récemment décédé. Semblant dépourvu de sentiments, il va tout de même briser son armure pour Elena, rôle tenu par Midea Marinescu. Les paroles du titre In My Way sont signées Bob Lennox et la musique bien entendu Alain Vizniak. Bonne fin de soirée à tous et à très vite pour un nouveau City Lights. Now it's time, hold on tight through the darkest night, the fire and the flame. We'll make this love survive, all the fears aside, forever and again. La 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 la, la 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 la, la 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 la. We'll make this love survive, all the fear aside, forever and again. Is this just a dream from heaven? Am I walking in my sleep? I never could believe it, 'cause love was not